Salut à tous. Vous avez vu, j'ai essayé de faire des efforts sur la déco. Un petit peu. Bref, je vous propose à partir d'aujourd'hui de revenir tranquillement sur les 8 épisodes de cette saison 3. Un peu histoire de les revivre ensemble, de se poser tranquillement et de regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé dans chaque épisode. Parce que c'est vrai qu'on l'a attendu pendant longtemps cette saison 3. Autant en profiter un peu parce que je sais pas pour vous, mais moi en quelques heures, le 4 juillet, elle était pliée, la saison terminée. Après, vous en faites pas, à côté de ça, je prépare des nouvelles vidéos sur des points actus et puis plein d'autres petites choses. Donc pour l'heure, je vais un peu revenir sur le déroulement de cette histoire de la saison 3, le retracer, donner mon avis là-dessus. Et on commence dès maintenant avec le chapitre 1 de la saison, Suzy, do you copy? Déjà, je commence par une rapide petite parenthèse à propos du titre de cet épisode. Un titre qui restera donc inchangé par rapport à la vidéo teaser qu'on avait pu avoir avant cette saison 3, parce que je vous avais dit que parfois, il y en avait qui changeaient dans la version finale à la sortie de la saison. Pour cette saison 3, il n'y aura que 2 titres qui seront modifiés, ceux de l'épisode 5 et 6, il me semble. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Ainsi, on démarre avec ce premier épisode réalisé par les frères Duffer. Pour rappel, ils en prendront 4 en charge cette saison, 2 au début et 2 à la fin. Et quant aux 4 du milieu, ils seront partagés entre Sean Levy et Uta Brizevich, qui avaient déjà pu s'illustrer sur des épisodes de Westworld et Altered Carbon, entre autres. Mais bon, ça aussi, on y reviendra. Comme d'hab, pour démarrer, les 2 frères gardent les manettes en main, et c'est pour notre plus grand plaisir. On est sur une intro efficace, digne des suites de films, dans lesquelles on retrouve les personnages qui ont changé, on nous place dans ce nouveau contexte, avec tout ce qui a pu évoluer entre-temps. Bref, un style précis qui va droit au but, bon, bien qu'un peu classique, mais dans leur cas, ce qui compte, c'est que c'est parfaitement exécuté, c'est propre, net et précis, l'épisode lance l'intrigue de la saison. Alors déjà, l'intro à Kamchatka en Russie, comme je disais précédemment, c'est une énorme claque visuelle. On retrouve de suite Alexei et le Terminator russe. Ouais, cherchez pas, je l'appellerai toujours le Terminator de toute façon, ce sera plus simple. Donc déjà, on est à peine dans les premières minutes du premier épisode, que première grosse révélation, ce seront bien les Russes les antagonistes de cette saison. En plus, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont déjà en train d'essayer d'ouvrir un passage vers l'Upside Down, là en 1984. Et même si ça foire, faut reconnaître qu'ils y sont presque, avec des plantes grimpantes qui essayent de se répandre dans la pièce. D'ailleurs, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la mise en scène des frères Duffer. Ils essaient de montrer le plus possible plutôt que d'expliquer. Et ici, tout est clair, la machine sert à ouvrir un portail vers l'Upside Down, mais elle n'est pas encore au point. Le Terminator est un salopard, il exécute un scientifique avec une force presque surnaturelle en le soulevant à bout de bras. Ce sera l'adversaire dur à cuire de la saison. Et d'ailleurs, l'ambiguïté va continuer à se maintenir à son sujet sur le reste de la saison. Par moments, je me disais qu'on allait apprendre que c'était une sorte de super soldat, ou pire encore. L'action se déroule devant les yeux du scientifique Alexei, donc on comprend que lui, il bosse dans la contrainte, ce qui permettra de mieux amener ses réactions par la suite. On a même le droit à un méchant commandant soviétique, histoire de pousser le stéréotype jusqu'au bout, une manière pour les frères Duffer, en jouant avec ça, de gagner du temps à nous faire comprendre des choses plutôt qu'avec de longues explications. Et la scène se termine avec les chants partisans, le drapeau soviétique avec en fond une base secrète, le tout quelque part en Russie. Bref, quand même, quand le générique se lance, on est presque à se dire « Ah ouais, c'est vrai, je suis en train de regarder Stranger Things ». Tellement cette intro nous a dépaysés et laissé sur une impression digne d'un gros blockbuster, avec à la fois ce voyage dans le cliché référence 80s, mais aussi avec un travail visuel de pointe digne de ce qui sort là actuellement au cinéma. Déjà en quelques minutes, la barre est placée super haut, même si on s'y était préparé avec les trailers, et qu'on y retrouve déjà là quelques petites images, avec ces plans extrêmement soignés de la machine, du moment où elle explose. La remise dans le contexte arrive quand même à être surprenant et à laisser une énorme impression. Au passage, avec des effets sonores à la hauteur de ce qui est montré, clairement la meilleure intro des 3 saisons, même si les autres sont très bonnes, là on a du caviar. Ainsi, il est temps de calmer le jeu et de revenir dans la petite ville de Hawkins, pour répondre à nos interrogations. Que sont devenus nos jeunes héros? Où en sont-ils dans leur relation? Déjà, Mike et Eleven sont toujours ensemble, ils flirtent, là où on les avait laissés. Mais on découvre que ça a tendance à agacer Hopper, le papa ours, qui ne veut pas que les 2 jeunes se rapprochent de trop. Et il faut reconnaître que le chef de police est plutôt amusant à regarder dans ce rôle, alors que Mike et Eleven se payent complètement sa tête. Leur complicité fait plaisir à voir. On découvre ensuite Steve qui bosse au Scoop Ahoy. Voilà, donc là, pas de suspense par rapport à tout ce qui avait été mis en place par rapport au teaser, au trailer, à son sujet et à celui de Robin. Après, on découvre quand même le centre commercial plus en détail.
Et faut reconnaître que la reconstitution est juste magnifique. Clairement, avec cette scène, on est immergé dans les 80s. Faites des arrêts sur image à chaque plan, ça regorge de petits détails qu'on voit presque inconsciemment. C'est quand même fabuleux le temps que l'équipe a dû passer à mettre ça en place. Bref, on s'y croirait. Belle prouesse de leur part avec ce haut lieu de la saison 3. On retrouve la bande qui profite du poste de Steve pour aller resquiller au cinéma par l'entrée de service du glacier. Et à voir comment il les fait passer, on se doute que c'est loin d'être la première fois qu'ils font ça pour aller voir un film à l'œil. Mais pendant le film, coupure de courant général, ça y est, on rentre déjà dans le vif du sujet après seulement 10 minutes, en pleine exposition de ce que sont devenus les personnages. Cette coupure et l'activité qui lui sera reliée par la suite réveillent quelque chose de maléfique et un peu plus loin, tapis dans l'ombre, dans une vieille fabrique, ce qui donne une sensation étrange mais familière dans le coup de Will, qu'il gardera pour l'instant pour lui, mais en nous faisant comprendre que c'est en rapport direct avec la saison 2. Et finalement, on revient là sur ce qui fait la force de la série, cette faculté à basculer de choses plutôt légères vers ces fameux phénomènes inquiétants à la H.P. Lovecraft et tous les films d'horreur qui ont pu en découler. Du coup, on se retrouve déjà là rattrapé par ce qui fera l'intrigue de la saison sans perdre de temps. Et ce rythme qui ne nous laisse pas trop nous poser et souffler un peu est diablement efficace pour capter le spectateur et nous suivra jusqu'au bout de la saison. Niveau couple, on se tourne maintenant du côté de Nancy et Jonathan, qui filent eux aussi le parfait amour en venant l'un chez l'autre en cachette passer la nuit. D'ailleurs, je vois pas trop pourquoi Nancy passe par la fenêtre, car finalement ça n'a pas trop l'air d'embêter Joyce. Surtout qu'elle doit s'en douter avec les traces de rouge à lèvres sur Jonathan. On revient ainsi sur leur nouveau travail en commun au journal Dawkins, et on nous tease déjà que pour Nancy, c'est pas la joie étant considérée comme le cliché de l'assistante qui n'est bonne qu'à faire le café et qui n'est pas jugée pour sa valeur. On embraye sur Dustin qui revient de ses vacances au Camp Nowhere, dont là encore on avait pu douter l'existence avec les nombreux teases à ce sujet. Petit moment de boost pour lui, mais ses amis ne l'ont pas oublié, bien au contraire, ils célèbrent son retour. Puis retour sur la scène de la piscine avec l'arrivée de Billy, Karen et sa bande de cougars, on va dire, qui lui font les yeux doux. En tout cas, là, c'est bien parce que ces deux scènes consécutives tombent rapidement et qu'on les connaissait déjà bien pour ceux qui avaient suivi la promo de cette saison. Donc à partir de là, on va de l'avant, on va pouvoir se lancer dans l'inconnu de ce premier épisode. Hopper rumine devant Joyce par rapport à Mike et Eleven, qui passent le plus clair de leur temps à s'embrasser. Alors c'est assez drôle car il est forcément ridicule avec son comportement vieux jeu de papa poule bourru, et Joyce lui fait bien comprendre. Il faudrait qu'il trouve le moyen de privilégier la communication comme elle lui explique. Et d'ailleurs, elle lui propose même son aide pour préparer ce qu'il devrait dire. Ce qui n'est pas vraiment son fort à Hopper, vu que finalement il n'aura que faire de ses mots et que ça va se terminer par un gros coup de pression de ce pauvre Mike. Et même si ce dernier a pu faire tourner Hopper en bourrique avec son petit sourire narquois, il aime sincèrement la jeune fille, donc il va se retrouver dans une situation délicate pour la suite. Mais de notre côté, on commence à comprendre qu'Eleven est un peu resté au stade de la jeune fille cloîtrée dans sa cabane de la saison 2. Même si elle a un peu évolué, qu'elle a quelques permissions, Hopper a l'air de pas mal la restreindre. Il n'y a qu'à voir comment elle est lookée. Enfin, Hopper profite quand même de tout ça pour tenter d'inviter Joyce à ce qui n'est pas un rencard, même si on sait tous que si. Bon, hélas pour lui, elle lui posera un lapin, pas prête à se relancer dans quelque chose parce que Bob quoi. Regardez comment ils étaient mignons. Pauvre Bob, je m'égare. À côté de ça, on pèse un peu les dégâts du centre commercial, qui a finalement transformé le centre-ville en un désert sans âme qui vive, alors qu'il était très animé dans les saisons précédentes. Un sujet qui sans doute reflète un peu aussi ce qui a pu réellement être constaté dans les petites villes à l'époque de la naissance de ces gros centres qui captaient toute l'attention. On s'aperçoit à quel point Nancy ne rigolait pas avec cette bande de gros porcs machos de la rédaction qui se fiche ouvertement d'elle si elle propose un sujet, même s'il est très pertinent, et la relègue à un rôle de servante. Une façon intéressante de mettre le pied dans ce problème, hélas toujours d'actualité, de combat des inégalités hommes-femmes. Et je trouve que ça a sa place ici parce que ça donne un peu une idée de comment c'était peut-être à cette époque. Même si on est dans quelque chose là de volontairement amplifié, hélas, parfois la réalité dépasse la fiction. On découvre du coup Bruce, un journaliste à l'humour plus que lourd, qui viendra appuyer cette condition de Nancy, sous l'œil approbateur du rédac-chef, qui se révélera aussi par la suite avoir une certaine importance dans l'histoire.
Steve, lui, se fait méchamment chambrer par Robin, sa nouvelle collègue de travail. On découvre la jeune fille très sarcastique et intelligente, qui n'est pas prête de tomber sous le charme du jeune homme plutôt lourdeau, qui semble un peu avoir perdu de sa superbe auprès de la jante féminine. Et vu comme ça fuse entre les deux, on sent que le duo sera intéressant à suivre pour la suite des événements et ne manquera pas de piquant. D'ailleurs, tous ces nouveaux persos dont je parle ici, ce sera aussi l'un des atouts de cette saison en plus du reste. On tombe souvent dans des stéréotypes, mais volontairement. C'est utilisé par les Duffer de façon complètement décomplexée, et puis surtout ça vient servir l'histoire, et c'est pour ça que ça marche. Pendant ce temps, Dustin révèle qu'il a une petite copine, une fille qu'il a rencontrée dans son camp de vacances, et qu'il va rester en contact avec elle grâce à une énorme antenne de sa fabrication, émettant des ondes grande distance. Et ouais, Will sera finalement bien le seul à pas avoir de copine. Et d'ailleurs, au moment d'aller faire une petite randonnée pour aller poser l'antenne, Eleven et Mike quittent le reste du groupe, aux plus grandes dames de Will. On sent que ça fait un moment que cette situation doit durer et que ça le saoule. En fait, je pense par rapport à ce que je disais la dernière fois là-dessus, que finalement le fait que son meilleur ami lui échappe comme ça doit le rendre d'emblée réfractaire aux relations de couple. C'est dégoûtant et tout le tralala. Ça vient juste interférer entre lui et ses amis et ça l'embête. Et c'est lorsque Dustin se retrouvera finalement seul avec son antenne, alors que tout le monde commence à douter de l'existence de sa copine, qu'il interceptera un étrange message. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Pendant ce temps, les rats de la ville filent comme s'ils avaient été appelés par cette étrange créature, tapis dans un coin sombre de l'aciérie. Les choses se resserrent déjà. Les rats vont finalement servir de matière première pour créer quelque chose. Dans cette scène qui annonce un peu le côté gore de la saison, on les voit exploser dans une sorte de bouillabaisse dégueu. Et en parlant de ça, on finit par Billy, qui plus que jamais a des vues sur Madame Weller. Et le jeune homme n'y va pas par quatre chemins en proposant tout bonnement à la mère de famille de le rejoindre dans un hôtel à la nuit venue, dans une allusion à peine masquée et une histoire de cours de natation. Et ouais, Ted devrait se réveiller car il y a danger, mais justement c'est en voyant sa famille que Karen changera d'avis au dernier moment. Mais l'hôtel de toute façon, il ne le trouvera jamais. Il manque d'emboutir sa voiture devant la scierie, alors que quelque chose est venu taper son pare-brise. Puis dans cette atmosphère sombre, il se fait happer par une sorte de tentacule et traîner dans les bas-fonds de l'usine. Le premier épisode se termine ainsi, déjà sur un moment choc. Qu'est-ce qui est arrivé à Billy ? Le genre de cliffhanger qui donne forcément envie d'embrayer direct avec l'épisode suivant. En tout cas, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode ? Il était excellent. Un très bon retour dans cet univers. L'intrigue est très vite présente, on ne perd pas de temps. Mais on revoit aussi en même temps les personnages qu'on apprécie dans de nouvelles situations. Et on en découvre de nouveaux. Et ils prennent quand même le temps de s'attarder sur quelques points. La dynamique, le rythme dans tout ça est très bon. En plus, on profite déjà de la très bonne bande originale et de quelques effets sonores et visuels pour nous immerger déjà totalement dans cette nouvelle facette des 80s, en été, et portée par ce centre commercial très coloré. Franchement, c'est un retour gagnant car déjà tout est en place pour s'investir dans la suite de la saison. Et c'est pas forcément évident parce que parfois il y a des séries qui s'y cassent les dents, en travaillant trop leur retour sur le premier épisode, en construisant beaucoup l'histoire. Et du coup parfois il faut attendre l'épisode 2 ou l'épisode 3 pour vraiment entrer dans l'intrigue de la saison. Mais ici ça paraît naturel. En plus ça ouvre d'emblée sur les différents arcs auxquels on sera confronté. Avec d'un côté la nouvelle créature qu'on devine, et Billy, et de l'autre le message codé intercepté par Dustin, cette histoire de Russes, de soviétiques mais on va dire des Russes. Bon, il y a aussi l'histoire des aimants de Joyce, mais j'avoue que j'ai moins accroché. Ça fait un peu trop prétexte et ça lui donne un petit côté pathétique, bien que pas forcément dénué de sens avec ce qu'elle a vécu. En tout cas, on aura aussi plaisir à suivre les aventures de Hopper et de Joyce pour la suite, bien entendu. Et pour ce qui est de Nancy et Jonathan, les premiers jalons sont posés pour leur histoire. Voilà, on reste là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de revivre un peu ce premier épisode de la saison 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos impressions le jour où vous avez découvert cet épisode. Comme je vous disais au début, on viendra un peu comme ça sur les autres épisodes par la suite, avec bien entendu très bientôt un point actu, parce que il y a eu des news intéressantes ces derniers jours et j'ai hâte d'en parler avec vous. Du coup, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.